Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV. Je suis très heureuse de vous retrouver dans la Totale Dimanche et voici le sommaire. Un Airbus flambant neuf qui a coûté au Sénégal un peu plus de 57 milliards. Vous l'avez compris, il s'agit du nouvel avion présidentiel très controversé. Le gouvernement se défend et évoque des raisons de souveraineté et surtout d'économie de dépenses et nous allons poser le débat dans Confraternellement. Parlant d'économie, justement, les médias sont concernés. Dans Coin Éco, les développement de la presse censé remplacer l'aide à la presse. Une fois sa mise en œuvre effective, ce nouveau dispositif du Code de la presse devra soutenir les entreprises dans leur investissement. Lire une œuvre d'art, c'est tout un art, au même titre que la création elle-même. Bouillon Culture est parti à la rencontre de deux artistes. Ils vont nous aider dans quelques instants à décortiquer les messages d'un tableau. Et notre diplomate ce soir, Mohamed Maïga, ingénieur malien des politiques sociales, consultant sur les questions territoriales. Et ce dimanche, la CEDEAO s'est réunie au Ghana pour parler d'une seule voix face à la situation délicate au Mali. Deux coups d'État qui se sont succédés en l'espace de quelques petits mois. La tension est des plus tendue. La communauté internationale est ainsi interpellée. Et nous irons ensuite faire un tour à la Fiera de Dakar, ouverte depuis le 20 mai dernier. Et ce sera pour découvrir la chèvre du Sahel. Une autre découverte plus fun dans Tranche de vie, puisqu'il s'agira de Habilam, ce jeune TikToker qui comptabilise des millions d'abonnés actuellement. Et pourtant, il ne dit absolument rien dans ses vidéos, mais parvient tout de même à nous décrocher un petit sourire. Bienvenue à tous. Ce sera donc le 16 juillet prochain que le nouvel avion présidentiel va survoler le ciel sénégalais. Un nuage de polémique assombrit cependant cette acquisition qui, je le rappelle, date de 2019. Un Airbus A320 Neo évalué exactement à 57 milliards 447 millions 235 000 et de francs CFA. Des opposants et certains membres de la société civile crient au scandale et demandent des comptes et le gouvernement tente de s'expliquer. Et dans ce dossier qui va suivre, Awa Diop et Cher Diop nous aident à comprendre les réels avantages de ce nouvel avion présidentiel. L'avion de la polémique continue de nourrir les débats. Pour certains opposants, cet achat n'est pas du tout prioritaire ni essentiel en ces temps de crise sanitaire et économique. Mais c'est parce que c'est un caprice de presse, n'est-ce pas? C'est-à-dire on se réveille dans un contexte de conjoncture économique, dans un contexte de relance économique, où on demande aux Sénégalais justement de se débrouiller, de se battre pour qu'on redresse justement notre économie. Oui, le prince, il se réveille, il nous dit, voilà, donc je me suis acheté un avion à 60 milliards. Un avion qui n'a pas, c'est-à-dire un achat, une opération de dépense qui n'a pas été discutée et qui n'a pas été autorisée par l'Assemblée nationale. L'appareil en question devra remplacer en juillet prochain l'A319 baptisé Pointe-Sarène, acquis en seconde main en novembre 2010, mis en service en mars 2011 et devenu vétuste selon le communiqué de l'État, alors que l'A320 fait partie des appareils de dernière génération de la compagnie Airbus. Sa performance est bien avérée si l'on en croit l'ancien pilote de ligne et commandant de la défunte Air Afrique. NEO est un acronyme anglais qui veut dire New Engine Option, nouvelle option du moteur. C'est un moteur du groupe Safran, un groupe français, qui sont en collaboration avec Pratt & Whitney, il me semble. Et c'est un moteur très performant qui a une consommation de carburant théoriquement réduite de 15% par rapport au moteur d'origine. À partir de Dakar, il peut aller là. On est pratiquement en Inde ou en Thaïlande, pratiquement. Et il peut atteindre la côte ouest des États-Unis. Il peut atteindre San Francisco ou Los Angeles, qui sont là. Et bien entendu, il atteint le pôle parce qu'on a... le planisphère ne montre pas le pôle, quoique si, on voit le Groenland. Donc voilà. Donc l'avion qui arrive a ce rayon d'action, celui-là. Et les deux sont confondus
le 319 actuel et le 320 Néo ont à peu près le même rayon d'action. Des avantages techniques certes, mais même si l'urgence se faisait sentir, certains opposants estiment que le procédé semble illégal et le contexte économique actuel défavorable. Qu'un État se dote d'un avion de commandement pour son président de la République, en principe ne pose pas problème. Mais le contexte disqualifie l'urgence de faire cette opération. Et même si justement on devait le faire, mais il faut respecter les procédures. Il faut l'inscrire au budget. Il faut aussi demander alors l'autorisation. Le principe donc ne pose pas problème. Mais justement le procédé. On ne peut pas être dans un contexte justement de marasme économique, alors donc une croissance économique à 1%. On demande en vérité des révoltes des jeunes Sénégalais du fait justement de l'emploi, de manque d'emploi. Et que donc le président de la République nous dit non, alors donc moi je m'occupe alors donc de mes propres gadgets, de mes propres caprices. Simplement, c'est des opérations qu'on pouvait différer. Autre raison technique nécessitant l'achat de ce nouvel appareil, si l'on en croit le gouvernement, l'A319 nécessitait de fréquentes et onéreuses visites techniques en raison de sa vétusté, mais d'après l'ancien pilote de ligne, la performance d'un avion ne se mesure nullement à son âge, mais plutôt au cycle effectué. La durée de vie d'un avion n'est pas comptée en âge, en années. Spécialement un avion, le potentiel d'un avion est compté en heures de vol et en cycle de vol. Qu'est-ce que c'est un cycle de vol? Un cycle, c'est un décollage-atterrissage. Dire que l'avion du président de la République actuel ne correspond plus aux normes de sécurité en raison de son âge, ce n'est pas une position tenable. Voilà. Le nouvel avion de commandement acheté par l'État du Sénégal auprès de la compagnie Airbus a coûté 57 447 235 356 francs CFA, selon le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo. La 319 présidentielle va être vendue, ce qui n'empêche pas la polémique, surtout chez les opposants du régime qui voient les priorités ailleurs au moment où le Sénégal, comme tous les autres pays, souffre des conséquences de la pandémie de Covid-19 et fait face à des difficultés économiques sans précédent. Merci beaucoup Awadjo pour toutes ces précisions. Alors notre invité ce soir, donc confraternellement, le journaliste Mohamed Gueye, directeur de publication du journal Le Quotidien. Bonsoir. Bonsoir. Alors après une semaine de polémique concernant maintenant le prix exact du nouvel avion présidentiel, 57 milliards de nos francs et poussières, beaucoup disent que le prix est élevé, encore que le Sénégal a, je le rappelle, bénéficié d'un petit rabais au vu de ses précédents achats. Maintenant, au fond, la polémique tourne autour du contexte, des circonstances. Est-ce que vous pensez, à votre niveau, que c'était le moment d'acheter cet avion présidentiel? Est-ce que c'est jamais le moment de prendre une décision économique? Ça, c'est une très bonne question que les gens peuvent se poser aussi sur d'autres questions. Ici, les gens mettent en corrélation l'achat de l'avion avec la survenue de la pandémie de Covid, en disant que des mesures ont été prises de restrictions budgétaires, ainsi de suite. Ils oublient le fait que, et les ministres, je crois le gouvernement a suffisamment communiqué, que la commande de l'avion s'est passée depuis bien longtemps, depuis 2019. Depuis juin 2019 que la commande a été passée. Mais ce sont les mêmes problèmes, les mêmes défis socio-économiques que l'on rencontre depuis 2019, hein? Oui, que l'on traîne toujours d'ailleurs. Oui, mais qu'est-ce que vous auriez voulu à la place? Bloquer le président à terre au Sénégal. Parce qu'entre-temps, le président y voyageait. Et le président utilisait un avion dont on dit qu'il n'était plus en état de voler. Un avion qui avait chaque fois des avaries, qui demandait des réparations. Et ces réparations coûtaient un minimum de 4 milliards dans l'année. Sans compter l'allocation des avions du président, qui représente, nous l'avions écrit, entre 10 et 12 millions de francs CFA par heure. Chaque fois que le président voyage. Et le président, il peut mobiliser un avion pendant 24 heures, 72 heures et autres. À un moment, le président Ouad a eu à pratiquer la même politique de location d'avions.
quand il s'est retrouvé avec des problèmes avant d'acheter la Pointe-Sarène. Il s'est retrouvé à un moment avec une facture de 19 milliards au cours de l'année de location d'avions. Ça a été facturé sur la défunte compagnie Air Sénégal International et ça nous a coûté cher. Mais là, c'est une question de priorité. Oui, non, et c'est surtout que je de vous contexte dis, aussi. c'est ce que je vous dis. Les priorités, on peut toujours en parler. Il y a des gens qui ont parlé d'hôpitaux qu'on aurait pu acheter, d'écoles qu'on aurait pu refaire. Chacun voit midi à 14h, midi à sa porte, excusez-moi. Mais la question, c'est-à-dire, l'autre contrepartie, si pour ne pas dépenser de l'argent, c'est que le président n'en dépense pas. Le président, comment il en dépense? En voyageant. Et quand il voyage en louant des avions, puisque cet avion n'est pas opérationnel, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne dépensez pas l'argent à acheter l'avion, vous allez en dépenser en location. Oui. Qu'est-ce qui est mieux? Il est aussi vrai que Pointe-Sarène a été acheté en seconde main, comme on dit, en 2010, mise en vol en 2011, et sa date de création, c'est 2001. Donc, si on fait le calcul, c'est 20 ans. Et on peut dire que c'est la durée de vie médiane d'un avion. Est-ce qu'on ne pouvait pas, peut-être pas continuer à utiliser cet avion? Est-ce que c'était pas récupérable quelque part? Un avion toujours récupérable. Il y a des baies. Au lieu d'en acheter un nouveau. Maintenant, la question c'est que, comme je vous dis, cet avion, il était utilisé, mais avec des avaries, plusieurs années, plusieurs fois de suite dans l'année. Moi, je ne suis pas réparateur, je ne connais pas la mécanique des avions, je ne peux pas savoir si on aurait pu l'entretenir de façon à ce qu'il ne tombe pas régulièrement en panne. Mais je constate tout simplement que cet avion tombait régulièrement en panne et ça demandait de l'argent. Et de l'autre côté, quand il était en panne, le président louait des avions, ce qui demandait aussi de l'argent. Les deux mis ensemble, ça représente parfois même, au cours de l'année, plus que l'achat d'un avion neuf. C'est ce que j'ai dit. 57 milliards de francs CFA quand même. Est-ce que le coût en valait la peine? La peine de quoi? La peine de quoi? Est-ce que ça vaut la peine de dépenser 57 milliards pour 20 ans et être sûr de ne pas encore dépenser de l'argent? D'autant que l'on ne sait pas si l'avion a été acquis sur fond d'endettement ou sur fond propre. Non, il a été acquis par le budget du Sénégal. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo l'a dit. C'est ce que le ministre a dit. Si vous ne faites pas confiance au gouvernement, il faut donner d'autres sources. Les sources que nous avons actuellement, ce sont les sources du gouvernement. Et personne n'est venu dire que le président n'a pas dit, enfin le ministre n'a pas dit la vérité, on a sorti de l'argent par ailleurs. Je ne sais pas où on aurait pu sortir de l'argent par ailleurs, sauf du budget du gouvernement. On sait que Macky Sall est le porte-voix de tous ces chefs d'État africains qui demandent l'annulation de la dette africaine. Est-ce que ces dépenses qui se sont effectuées récemment, surtout par rapport à cet avion présidentiel, est-ce que quelque part ça ne risque pas, est-ce que ça donne une bonne image du Sénégal et du plaidoyer que Macky Sall porte justement auprès des bailleurs internationaux? Chers consoeurs, moi je suis de ceux qui pensent que la dette, on ne peut pas s'en passer. Aucun pays au monde ne peut se passer de la dette s'il veut se développer. Vous ne pouvez pas me donner l'exemple d'un pays qui est en train de mettre en place une politique économique et qui ne s'endette pas. Nous avons tout simplement affaire à des pays... Sauf que nos pays sont surendettés. Les États-Unis ont 1000% de niveau d'endettement. Nous, on nous parle de 70%. Oui, les États-Unis sont à 1000% du taux d'endettement. Et ils continuent de s'endetter chaque trimestre. Parfois, vous avez des incidents, vous apprenez que le gouvernement américain est bloqué, c'est pour des questions de niveau d'endettement. La France est à 110% du niveau d'endettement. Donc, je ne sais pas, nous, si nous ne sommes pas en mesure de payer notre dette, à moins de 100%, ça pose problème. La question aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que la dette est bonne ou n'est pas bonne? Non, ce n'est pas ça la question. La question, c'est de dire, l'argent qu'on nous prête, nous nous en servons à bon escient ou pas. Maintenant, c'est comme j'ai dit, cette histoire d'avion, si on ne veut pas d'un avion de commandement pour le président, bon, maintenant il faut faire autre chose. Soit, alors notre président, on lui donne chaque fois des billets d'avion, il prend Air Sénégal. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour le prestige international du Sénégal? Je ne sais pas. Parlons de prestige. On pouvait peut-être avoir un avion moins cher. Considérant le prix, on peut deviner que c'est un avion full option. Un avion moins cher, c'est-à-dire un avion peut-être plus petit, moins performant.
Mais est-ce que si le Sénégal est en mesure de s'offrir un avion de performance avec ce que cela implique, n'est-ce pas mieux que de chercher quelque chose de bradé? Parce que si on voulait un avion moins cher, on aurait pu trouver un autre avion de seconde main qui aurait peut-être tenu aussi 10 ans et puis après aurait créé des problèmes au prochain chef d'État. Est-ce que c'était ça aussi une bonne option? Dans certains secteurs, il y a des avantages, des privilèges qui ont été élagués. Et quand l'État du Sénégal dit qu'il ne peut plus supporter certaines charges, est-ce qu'il peut justement se permettre ces dépenses? Le budget du Sénégal supporte quand même assez de charges. Bon, je ne sais pas quand vous me dites qu'il y a des secteurs qui ont vu des avantages élagués, moi je n'en connais pas. Je sais que dans tous les secteurs, ce qui est tout à fait normal, les salariés... Tout ne marche pas actuellement, tout ne marche pas. Nous sommes un pays en développement, nous ne pouvons pas dire que les choses marchent. Les choses ne peuvent pas marcher dans un pays en développement parce que nous cherchons à acquérir, nous cherchons encore à avoir. Nous sommes en crise, comme tous les autres pays sont en crise, mais comparativement à d'autres pays, le Sénégal, je crois, il s'en tire beaucoup mieux dans sa gestion macroéconomique. Avant cet avion, il y a eu le train express régional qui, je le rappelle, est estimé à près de 1000 milliards de francs CFA alors qu'il n'est toujours pas fonctionnel. Il y a le BRT en construction, 300 milliards de nos francs qui est censé, oui, régler le problème du transport. Est-ce que quelque part, ce ne serait pas de l'argent jeté par la fenêtre? Vous savez, je vais vous donner l'exemple de ce qu'un ancien ministre du président Wade, qui est aujourd'hui ambassadeur, avait dit aux gens de la Banque mondiale. Il dit quand le président Wade était allé négocier la construction de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio auprès de la Banque mondiale, les gens lui avaient dit que c'est du gaspillage. Il suffisait d'entretenir la voirie actuelle, existante, ça suffisait amplement pour un pays comme le Sénégal. Après, aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui ont vu l'utilité de l'autoroute à péage, qui lui ont envoyé une lettre de félicitations. Les bienfaits du TER ne sont pas encore visibles. Je suis tout à fait d'accord qu'on a l'impression que quelque part, c'est une arnaque parce que les délais sont largement dépassés. Oui. Mais je ne peux pas dire que si un jour ce TER s'est réalisé, que ce serait de l'argent jeté par la fenêtre. Et le bus rapide transit actuellement en construction qui a causé d'énormes embouteillages. On sait tous que les embouteillages, on sait que ces embouteillages coûtent énormément à l'État du Sénégal tous les ans. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il y a beaucoup de désagréments dans tous ces grands projets dont on ne voit pas toujours la finalité. Mais de là à dire que ces désagréments sont plus importants que l'idée, la volonté de mettre en place des infrastructures, je ne peux pas vous suivre sur cet angle-là. Mais des infrastructures réalisables sur le court terme, peut-être? Oui, ça, c'est un autre problème que nous devons pouvoir gérer à notre niveau avec les entreprises que nous prenons. Ça, je suis tout à fait d'accord que on doit savoir pouvoir respecter les délais. Ce n'est pas normal qu'on nous dise qu'un tel projet peut se réaliser en 18 mois et qu'on se retrouve 36 mois après, le projet n'est toujours pas prêt. Parce que ça, effectivement, vous avez raison, ça coûte beaucoup d'argent en termes de désagréments et même en avenant, ce n'est pas normal. On doit pouvoir respecter les délais et aussi sanctionner les gens quand ils ne font pas leur travail. Pointe-Sarène, l'actuel avion du président sera vendu, d'après ce qu'on a dit officiellement, à 5 milliards de francs CFA. 3 fois rien, peut-être ambitieux à la fois. Si l'on considère comment l'avion est présenté actuellement, il y a beaucoup de failles, des réparations à non plus fait. Est-ce que cela ne risquerait pas de jouer sur le prix, selon vous? Je crois que les personnes qui ont négocié les prix ont dû tenir compte effectivement des failles, de toutes ces pannes mécaniques et pannes techniques dont les gens affublent l'avion. Parce que autrement, effectivement, moi je pense que si l'avion n'avait pas eu autant de problèmes techniques et mécaniques, il aurait dû pouvoir coûter un peu plus cher quand même. Parce que 30 ans, c'est pas trop, comme l'a dit tout à l'heure un de vos invités sur la télé, c'est pas énorme pour un aéronef. Donc, s'il a coûté 5 milliards, s'il doit coûter 5 milliards, c'est qu'effectivement, il doit avoir des pannes vraiment terribles, difficiles à réparer. Merci beaucoup, Mohamed Gueye. Merci d'avoir été avec nous dans La Totale. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Quotidien. La suite.
et ceci pour les médias. Le Fonds d'appui et de développement de la presse doit remplacer dans le nouveau code de la presse le dispositif d'aide à la presse. Sa vocation, soutenir les investissements dans les entreprises et les restructurer. Cela dit longtemps vers l'autonomisation des médias. Reportage Aïssatou Khan, Moussa Fall et Seydina Baye. Avec le décret d'application du nouveau code de la presse, le Fonds d'appui et de développement de la presse remplace la traditionnelle aide de la presse qui va contribuer au développement du secteur. Donc l'aide devait permettre aux différentes entreprises de presse de pouvoir équilibrer leur exercice budgétaire. Malheureusement, cette vision de l'aide a été dévoyée depuis longtemps et il y a eu quelque part une sorte de nébuleuse dans la distribution de l'aide, qui est de l'argent public. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que le fonds d'appui, qui est l'autre instrument pensé et prévu par le code de la presse, et bien que ce fonds d'appui-là peut être opérationnel dans la mesure où le décret qui devait le mettre en place est déjà pris depuis le mois de janvier. Maintenant, à quoi est-ce qu'on va s'attendre? On s'attend d'abord à ce qu'il n'y ait plus d'aide. Parce que l'aide, déjà, rien que le nom était plus ou moins dégradant. Hein? Alors qu'ici, il s'agit d'un fonds qui est mis en place pour appuyer les médias, mais aussi pour assurer leur développement. C'est un fonds d'appui et de développement des médias de la presse du Sénégal, FADP. Donc, concrètement, comment ça va se passer? Déjà, le fonds devrait avoir beaucoup plus de ressources, première chose. Deuxième chose, là où au niveau de l'aide, sur les dernières années, il n'y avait pas de critères dans la distribution, avec le fonds, il y a des critères très clairs énumérés par la loi, que toute entreprise ou tout demandeur devrait respecter. Troisième chose qui va changer, c'est qu'avec l'aide, l'argent, ou en tout cas les ressources étaient destinées directement aux entreprises de presse. Avec le fonds, c'est beaucoup plus ouvert. Les entreprises individuelles, les jeunes promoteurs, journalistes ou techniciens qui veulent se lancer et qui ont besoin d'un appui, d'une garantie pour pouvoir démarrer, tous ces gens-là seront éligibles au fonds. Ensuite, maintenant, le fonds, bien entendu, va également permettre, comment on appelle, va permettre donc de financer également la formation, qui est un besoin fondamental. Innovation économique alimentée à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA par le gouvernement, le Fonds d'appui et de développement de la presse pourrait permettre d'amoindrir le pourcentage de crédit, faciliter la garantie et appuyer la transition numérique. De la relance, c'est un taux de 5,5%. C'est loin en matière de crédit bancaire. Même un point, c'est extrêmement important du point de vue du coût du crédit. Hein? Donc, dans ce cadre-là, nous pourrons avoir un crédit plus accessible. Deuxièmement, il y a le problème de la garantie. Hein? Ici au Sénégal, quand vous empruntez de l'argent à une banque, si vous n'avez pas de garantie, en d'autres termes, si vous n'avez pas quelque chose à hypothéquer, hein, on ne vous donne pas de crédit. Okay? Donc ça pourrait servir également de fonds de garantie. Mais il y a encore plus important. Il y a la nécessité pour l'État du Sénégal de subventionner certains aspects du développement de l'AP. Il y a également la transition vers le numérique. Réussir la transition vers le numérique où vous pourrez rester dans votre télé, hein, et m'interviewer, par exemple, à distance. Hein, si les moyens économiques, si les moyens techniques, du moins existent. De la même manière, aujourd'hui, pour le développement des médias, pour ne pas s'enfermer uniquement dans les frontières nationales, hein, il faut s'ouvrir à l'international et cela est possible aussi grâce au numérique. Donc, tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Hein. Le Sénégal a intérêt que des médias sénégalais soient suffisamment développés pour vulgariser le Sénégal à l'international, pour atteindre l'ensemble de nos citoyens sur notre territoire national. Cela raffermit notre indépendance nationale. Mais pour cela, hein, c'est un investissement qu'il faut faire, hein, dans les moyens techniques pour que les médias sénégalais soient au diapason et que nous ne soyons pas à la remorque des médias internationaux, que nous ne soyons pas envahis
par l'information qui vient d'ailleurs, une information qui n'obéit pas à nos intérêts, qui ne respecte pas notre identité et notre culture. Un fonds qui pourrait profiter à tous les acteurs si deux conditions sont réunies. Donc, il y a deux conditions. La première condition, c'est que le fonds soit bien doté. Parce que si c'est un fonds à 700 millions, ça ne sert à rien. Il y a des niches qui ont été identifiées par le ministère et les fonctionnaires qui travaillent là-bas. Il y a des niches d'où on peut tirer beaucoup de ressources pour que le fonds soit un fonds conséquent. Première chose. Deuxième chose, il faudrait que les critères soient respectés. Parce que le fonds n'est pas là que pour donner de l'argent. Le fonds, il est là aussi pour garantir des investissements. Par exemple, vous voulez investir, le fonds peut vous aider en vous donnant directement une certaine somme, mais surtout doit pouvoir vous garantir au niveau des institutions financières pour que vous puissiez avoir accès à un crédit. C'est comme ça que ça marche dans tous les pays du monde. Maintenant, est-ce que ça va régler le problème? Je pense qu'en partie, ça va régler le problème. Maintenant, pour que cela puisse vraiment être réel, il faudrait effectivement, comme je l'ai dit, que les deux conditions-là soient réunies. C'est-à-dire que la dotation soit suffisante, mais surtout que les critères, qu'il y ait une objectivité absolue dans l'attribution des aides. La viabilité économique des médias est importante pour faire prévaloir la liberté de la presse. Ça fait partie des chantiers avec le nouveau code de la presse, avec les décrets d'application du nouveau code de la presse, pour créer un environnement juridique, un environnement économique, un environnement fiscal propice pour que nous ayons des entreprises de presse qui soient viables d'un point de vue économique. Parce que sans viabilité économique, il n'y a pas indépendance de la presse. Et l'indépendance de la presse est un garant pour la démocratie sénégalaise et un garant pour la liberté de presse et la liberté d'opinion. Et c'est ça qui peut garantir une presse libre et indépendante au service du citoyen. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, l'économie des médias semble être sur la voie du renouveau et de la renaissance vers un milieu assaini. Cependant, seules les entreprises régulièrement constituées en entreprises de presse au moment de la requête auront accès au fonds. Et nous recevons dans Coin Éco ce soir le directeur de la communication au ministère de la Culture et de la Communication, Ousseynou Dieng. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes l'invité de Mame Abdou Gaye Kassé. Bonsoir, Kassé. Bonsoir, Adama. Et vous allez parler du Fonds d'appui et de développement de la presse, ainsi que de tous les aspects qui tournent autour de cette question. Et c'est à vous. Absolument, Adama Nushkaba, et merci pour nous avoir introduit. Donc, bonsoir, docteur Ousseynou Dieng. Vous êtes le directeur de la communication du ministère de la Culture et de la Communication. L'aide à la presse est révolue. Le Fonds d'appui et de développement de la presse a pris sa place. Quelle est la différence entre les deux et quel est le but recherché derrière? Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour la totale. Vous me donnez l'occasion pour la première fois d'être présent ici sur les plateaux de ITV. Je rappelle que j'ai participé à l'inauguration. Donc, je vous remercie et je vous félicite justement pour les efforts qui ont été consentis. Et quand on parle justement du Fonds d'appui et de développement de la presse, là, vous nous avez montré l'esprit de développement des médias. Alors, vous avez parlé de l'aide à la presse. L'aide à la presse, effectivement, a été instaurée par la loi 96-04. Donc, ça date de 1996. Je dois signaler tout simplement qu'en 1996, il y a beaucoup d'acteurs des médias qui n'existaient pas. Je veux citer, par exemple, la presse en ligne, qui aujourd'hui, du fait de l'avancée technologique, à la limite même du point de vue du nombre, occupe le premier rang au sein de la presse. Il y avait également, on n'avait pas également les radios communautaires. Ils sont extrêmement importants et nous avons pu le démontrer justement dans la lutte contre la Covid-19. Quand il a fallu traquer et pister les cas communautaires, nous avons vu à quel point ces radios-là avaient pignon sur rue et étaient importants dans le dispositif médiatique du pays, notamment en parlant toutes les langues. Oui. Donc vous avez deux acteurs majeurs qui n'existaient pas. En 2017, le code de la presse a été voté. Donc c'est un code qui a été voté le 13 juillet 2017.
Et donc, justement, Après tant d'années d'attente. Ah, bien sûr, après tant d'années d'attente, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, mais heureusement, nous avons un code, quand même. Un code, quand même, qui a été voté dans un contexte de mutation profonde technologique. C'est-à-dire, le droit ne rattrapera jamais la technologie. Au moment où on parle, effectivement, on sentira la nécessité même parfois de rattraper certaines choses, tellement les choses vont vite. Alors, quand on a mis en place justement le code de la presse en 2017, effectivement, après, il fallait mettre en place des textes d'application, c'est-à-dire des mécanismes qui permettent justement de rendre le code opérationnel. Parmi ces mécanismes, justement, il figure le fonds d'appui et de développement de la presse qui devra remplacer l'aide à la presse. Justement, qui finance le fonds d'appui et de développement de la presse et comment? Oui. Donc, tout à l'heure, je reviens juste pour vous dire que l'aide à la presse, les critères sont révolus, on ne peut plus compter sur ces critères-là. Aujourd'hui, on parle de fonds d'appui et de développement de la presse. Le fonds d'appui et de développement de la presse a diverses sources de financement. D'abord, l'État, bien entendu, l'État lui-même qui a pris la décision justement de mettre en place ce fonds. Donc, vous avez le budget de l'État. À hauteur de combien? Non. Actuellement, d'abord, le reversement des sommes qui étaient destinées à l'aide à la presse. Il y a un plaidoyer qui est en train d'être fait pour abonder davantage le fonds à travers des ressources budgétaires. Et donc, nous espérons qu'effectivement, quand le fonds sera opérationnel, que dans les années à venir, l'État puisse doter davantage en termes de ressources au niveau de son budget. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, nous avons la publicité qu'on est en train de réformer. Là aussi, ça fait partie d'un paquet de réformes, justement, qui dans la loi date de 1983. Oui. Et donc, il est prévu de prélever 3% sur les recettes budgétaires, les recettes publicitaires générées à travers les régies publicitaires qui opèrent sur les médias, de pouvoir alimenter le fonds. Donc, actuellement, on est en train d'étudier cette loi et ça devrait passer cette année. Oui. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la contribution des éditeurs et des distributeurs. Des distributeurs satellites, des éditeurs, c'est-à-dire une partie des redevances versées par les éditeurs et versées par les distributeurs et diffuseurs va alimenter le fonds d'appui au développement de la presse. Nous avons également une autre source, le fonds de développement du service universel des télécommunications. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un contexte de convergence technologique qui fait qu'effectivement les médias ont un pied dans l'écosystème numérique. Et si nous voulons effectivement que ce pays réussisse sa transition numérique, les médias ont un rôle à jouer. Oui. Je rappelle tout simplement que ce fonds-là a eu déjà à appuyer l'audiovisuel à travers la dotation de décodeurs numériques. Et donc, ce fonds-là aussi est disponible pour pouvoir appuyer le fonds d'appui et de développement de la presse. Donc, vous voyez, et sans compter maintenant, bien sûr, toutes sortes de ressources autorisées par les lois et règlements, notamment le concours des partenaires techniques et financiers, que ce soit tout un tas de ressources. Vous l'avez dit, le fonds d'appui et de développement de la presse vient en appui aux médias et aux organes de presse en leur accordant des prêts, mais également des financements avec des quand même critères plus ou moins corsés. Pour les médias, il faut qu'ils aient quand même un statut d'organe de presse en engageant au moins 5 journalistes professionnels et techniciens des médias. Sur quelle base ces critères ont été établis? Oui, quand on parle de fonds d'appui et de développement de la presse, cet instrument-là s'inscrit dans un contexte de viabilité économique des médias. Vous savez, de tout temps, on a parlé des organes de presse. La notion d'organe, aujourd'hui, comme de la même manière qu'on ne parle plus d'aide, on ne parlera plus d'organes de presse. Parce qu'on parlera d'entreprise de presse. Parce que la question de la viabilité économique est essentielle. Et justement, quand on parle d'entreprise, ça veut dire qu'il y a des critères. Oui. Il faut être immatriculé, il faut avoir des cotisations sociales à verser. Oui. Il faut mais si la question de le paysage médiatique sénégalais, rares sont les médias qui remplissent les critères d'entreprise de presse. Oui, mais justement, c'est ça la réforme. Oui. C'est ça la réforme. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réforme, ça vise à développer, à promouvoir un paysage audiovisuel, enfin un paysage médiatique qui soit capable justement d'accompagner les ambitions de ce pays en matière de consolidation de la démocratie, en matière d'accompagnement dans le développement de ce pays. Donc, il faut impérativement passer par des réformes. Et une de ces réformes-là, effectivement, c'est le fonds. Et je rappelle que justement, ce fonds-là,
Aujourd'hui, on est au milieu de l'année. Ce fonds-là va fonctionner, va évoluer de manière progressive, va être abondé au fur et à mesure que les réformes se poursuivent et qu'il y ait des dotations supplémentaires. Donc nous allons monter en puissance au fur et à mesure que le fonds sera mis en place. Ce qui est important, justement, c'est que par rapport à l'aide à la presse, où effectivement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on ne pouvait plus respecter les règles parce que la situation de 1996, avec l'évolution de la technologie, etc., de l'environnement économique... Il y avait trop de confusion. Mais bien sûr. Mais fait partie des prérogatives du FADP d'accompagner la commission de la carte nationale de presse et les organes d'autorégulation. Parlons d'abord de la commission de la carte nationale de presse, tant réclamée pour assainir le secteur de la presse, a été installée. Elle a commencé ses activités il y a quelques mois de cela. Au terme du recensement des journalistes et des professionnels des médias qui répondent aux critères établis par le Code de la presse, est-ce que des dispositions concrètes seront prises pour sortir du secteur de la presse qui est sensible les personnes qui sont recalées et qui exercent dans les médias? Vous savez, aujourd'hui, nous avons un paquet de 10 réformes conduites par le ministre et qui réunit régulièrement les différentes parties. Alors, la question de la carte de presse. Tout à l'heure, vous avez parlé du nombre d'emplois. Effectivement, la question de la création d'emplois, parce qu'il faut avoir au moins 5 emplois permanents. Quand c'est une entreprise de presse en ligne, au moins 3 journalistes qui sont employés, dont un DIRPUB avec 10 ans d'expérience. Et pour la presse écrite, 3000 exemplaires par jour. Voilà, 3000 exemplaires par jour. Et puis, non seulement, très bien, non seulement 3000 exemplaires par jour, mais la question de l'équité territoriale est adressée également. C'est-à-dire que nous veillons à ce que la presse écrite soit disponible sur au moins 2 tiers du territoire. L'idéal, c'est d'atteindre l'ensemble. Mais il y a des critères qui sont très sélectifs, que ce soit sur le nombre d'emplois, etc. Il faut également respecter la convention collective des journalistes et techniciens. C'est-à-dire qu'il faut rémunérer convenablement les journalistes et techniciens. En parlant maintenant de journalistes et techniciens, effectivement, l'assainissement commence à ce niveau. Vous savez, parmi les 10 réformes, la première réforme, c'est qu'il faut assainir le métier. Il faut assainir la profession de journaliste et de technicien. Justement, d'où l'objet de ma question. Très bien. Vous avez entendu dans l'élément Bamba Kassé réitérer cela en disant qu'il faut prendre les mesures telles qu'elles ont été conçues par le Code de la presse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du masla, comme on le constate souvent au Sénégal. S'il y a des sanctions à prendre concernant des personnes qui pratiquent ce métier et qui n'en ont pas le droit, il faut le faire. Est-ce que vous pouvez le faire aujourd'hui? Mais bien sûr, parce que d'abord, je vous dis que nous avons eu une approche consensuelle participative, une démarche consensuelle participative. Quand vous parlez de sanctions, en fait, ce sont eux les acteurs même qui sanctionnent, parce que le ministère crée le cadre, on met les moyens et on... Maintenant, la Commission nationale de la carte de presse, en dehors des entreprises de presse, le fonds est là pour les entreprises de presse, c'est-à-dire qu'ils respectent les critères qui sont édictés. Au-delà, nous avons pensé à renforcer les relations avec l'ensemble des acteurs de la presse. On ne peut pas développer la presse si on ne développe pas les acteurs de la presse. Quand je parle des acteurs, vous avez le patronat, vous avez le SYNPICS, etc. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez la carte nationale de la presse, le fonds prévoit, au-delà de l'appui en termes de crédit, etc., pour les entreprises de presse, le fonds va appuyer le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Pourquoi? Parce que pour avoir la carte de presse, le premier document exigé, c'est le quitus du Coren. Donc, le fonds va appuyer le Coren pour lui permettre justement de faire la veille, c'est-à-dire de faire son activité par rapport à l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Le Code va appuyer également donc l'organe d'autorégulation, les radios associatives, la formation surtout, parce que nous y reviendrons. Les problèmes que nous constatons dans le domaine de la presse, que ce soit en termes de désinformation, de mésinformation, de fake news, au fond, le véritable problème, c'est un problème de formation. Et donc, nous avons adressé la question de la formation. Nous allons assainir donc le métier en instaurant la carte de presse. Vous voyez, voilà, il y a un spécimen ici. Donc, et cette carte-là, elle est développée à travers une plateforme numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un simple contrôle via un code QR, vous pouvez vérifier si effectivement... Mais M. Dieng, quel modèle économique viable pour nos entreprises de presse? Tout à l'heure, Mahmoud Ibra Kane, dans le dossier d'Aïssatou Kane, disait qu'aujourd'hui, il faut accompagner les médias afin qu'ils puissent conquérir le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que le Sénégal est envahi de plus en plus par des médias étrangers. Il y a Sunuyeuf, il y a les médias français qui sont là, RFI fait dans les langues locales. Et tout ça, ce n'est pas gratuit. Que fait exactement sur ce point précis le FADP? Mais justement, d'ailleurs,
D'ailleurs, je me réjouis justement de votre question dans la mesure où régulièrement, je m'entretiens avec vos responsables, notamment le DG Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop, parce que moi, je suis tous les jours ce qui se passe dans vos chaînes et vous avez une orientation économique qui est extrêmement intéressante. Vous faites partie de l'un des médias les derniers nés. Mais je vous garantis que le saut qui a été fait, mais c'est quand même quelque chose à saluer. Et d'ailleurs, régulièrement, nous adressons ce genre de questions. On ne reste pas un trimestre sans qu'effectivement on discute de ces questions, de voir. Parce que si nous voulons renforcer notre démocratie à travers le pluralisme de l'information, à travers la consolidation de la démocratie et le rôle que les médias jouent justement dans cette mission, si nous voulons, dans cette tendance actuelle où l'autorité au plus haut niveau a défini le cap à travers le plan Sénégal émergent, et effectivement que nous avons une série de réformes, nous avons énormément de choses à faire, les médias ont véritablement un rôle à jouer. Et le président de la République l'a dit, pas plus tard qu'hier. En réalité, le problème de ce secteur, c'est parce que ce secteur-là est ouvert à tout le monde. N'importe qui entre et fait du n'importe quoi. Et c'est ça l'idée, effectivement, des réformes. Et c'est ça qui fait que, aujourd'hui, si nous voulons hisser notre pays au niveau des standards internationaux en matière de médias, si nous voulons promouvoir le rayonnement culturel, si nous pouvons repositionner, en tout cas renforcer le positionnement géographique de notre pays dans un contexte où réellement vous parlez de découverte de gaz et de pétrole. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, nous allons aller très vite. Donc, je voudrais juste terminer sur ce point pour dire qu'effectivement, les autorités ont compris qu'il faut impérativement, par rapport aux ambitions que l'État s'est définie, il faut impérativement accompagner le développement des médias et c'est l'une des raisons principales pour mettre en place le fonds d'appui au développement, qui n'est d'ailleurs qu'une partie des 10 réformes. Donc nous n'aurons peut-être pas le temps de les développer ici, mais que ce soit sur la régulation, sur la publicité, même les médias publics, où le président de la République a demandé une meilleure gouvernance des entreprises publiques. Oui, l'aide à la presse a changé de dénomination pour devenir le Fonds d'appui et de développement de la presse. Le CNRA également est dans cette optique. Il veut changer de statut pour avoir les pleins pouvoirs afin de pouvoir mener à bien la mission qui lui est assignée. Comment le FADP va l'accompagner, compte l'accompagner? Non, le régulateur, d'ailleurs je me réjouis du fait que, pas plus tard qu'hier, le Sénégal a été élu à la tête des régulateurs ouest-africains. Le président de la République a lui-même présidé la cérémonie d'ouverture. C'est un honneur pour notre pays. Aujourd'hui, nous avons tout récemment reçu la délégation burkinabé pour venir s'inspirer en matière de modèle de régulation. Ça veut dire que nous avons un pays qui est en matière de réforme. Et aujourd'hui, je vous garantis que le ministre, bon, on lui dit souvent, lui, il met la pression, il avance, il est prompt, quoi. Et d'ailleurs, très souvent, les acteurs que vous avez fait tout à l'heure, ils nous réunissent régulièrement pour mettre la pression. Il est prompt, M. Dien, mais l'année dernière, à pareille époque, il n'a pas été prompt du tout à répondre à l'exigence des journalistes et des professionnels des médias qui demandaient à ce que l'arrêté ou la liste de répartition de l'aide à la presse soit publiée. Mais ce sont ces mêmes... Diop avait dit non. Non, mais justement, ce sont ces mêmes acteurs. Cette situation déplorable ne pouvait-elle pas être évitée? Mais bien sûr, mais attends, mais quand des acteurs vont jusqu'à dire que oui, les radios communautaires, les 250 radios communautaires n'en ont pas droit, les entreprises de presse en ligne n'en ont pas droit, dans un contexte de Covid, où effectivement on vit pour la première fois la question de la désinformation, de la mésinformation, des fake news, à travers justement une émergence de médias en ligne. Mais il fallait peut-être trouver un autre mécanisme, mais vous êtes en train de confirmer le masla dont je parlais tout à l'heure. Non, mais attends, mais tout à l'heure, au début, vous avez dit qu'en 1996, on avait des critères qui ne fonctionnent plus. Tout à l'heure, le représentant du SYNPICS l'a dit. Aujourd'hui, on est en 2021, on a de nouveaux critères et les acteurs sont présents dans la gouvernance du fonds. C'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle les 4 grands acteurs. Le patronat CEDEPS, le SYNPICS, l'association de la presse en ligne et l'Union des radios associatives et communautaires. Vous avez 4 acteurs et à côté, vous avez 4 institutionnels. C'est-à-dire 2 du ministère en charge de la communication, 1 du ministère en charge des finances et 1 du ministère en charge de l'économie numérique des télécommunications pour adresser la question dont le patronat a parlé tout à l'heure, la question de la transition numérique, j'allais même dire de la transformation numérique, pour que justement on intègre cette dimension numérique parce qu'en réalité, c'est de véritables leviers pour développer le secteur des médias. Merci beaucoup Ousseynou Dien. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication
communication du ministère de la Culture et de la Communication. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. Il y avait beaucoup de questions sur lesquelles il fallait peut-être revenir, mais nous vous remercions de votre présence ici, dans la totale, dans la rubrique Coin-Éco. Adamanouche Kaba, merci beaucoup. Juste un mot, vous remercier et vous dire que ce que j'ai vu ici et ce que je vois à travers les supports de e-média, e-radio, e-télé, c'est véritablement un modèle de référence. Merci et j'ose beaucoup. espérer que beaucoup d'autres médias qui vont venir puissent s'inspirer de votre modèle. Et je rappelle que vous êtes là, que ça fait combien? Peut-être 2 ans? Moins de 3 ans. Moins de 3 ans. Oui. Donc bravo, et vraiment c'est un plaisir et un honneur de venir ici parler plaisir au nom du partagé. ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, justement sur des questions qui intéressent au plus haut point le président de la République. Et d'ailleurs, j'allais même dire, la question même de la cohésion sociale, la citoyenneté, nous traversons des périodes extrêmement compliquées et vous avez un rôle majeur à jouer pour l'avenir de ce pays-là et pour le positionnement stratégique de notre pays. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots. Merci à vous, messieurs. Il est 19h45, l'heure du bulletin d'information présenté par Oussama Mounexania. Bonsoir, Oussama, bon journal et on se Et notre diplomate ce soir, Mohamed Maïga, ingénieur malien des politiques sociales. Il est aussi consultant sur les questions territoriales. Bonsoir, monsieur Maïga. Bonsoir. Alors, les dirigeants ouest-africains se sont réunis aujourd'hui à Accra, la capitale du Ghana, pour discuter du Mali, justement, suite au double putsch des militaires. Et le colonel Assimi Goïta, désormais officiellement président du Mali, a lui aussi été invité à ce sommet de la CEDEAO. Que faudrait-il attendre, justement, de ce sommet qui s'est tenu aujourd'hui? Bien, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de choses, en fait, auxquelles on pourrait ne pas s'attendre. Il faudrait juste garder en tête que les militaires maliens qui ont effectivement fait déjà le premier coup d'État et qui ont ensuite fait ce deuxième acte ont une profonde envie et une profonde volonté qu'ils ont affirmé de rester au pouvoir. Donc, je pense que le rôle qui pourrait être celui de la CEDEAO, comme de la communauté internationale dans son ensemble et des pays partenaires du Mali, un pays en crise, ce serait d'accompagner les efforts dans ce sens-là. Parce que je pense que tout blocage, en fait, qui irait dans le sens de bloquer ces militaires pourrait conduire le pays, en fait, et les populations dans une sorte d'impasse. Et il faudrait que la CEDEAO, qui s'est réunie aujourd'hui, les chefs d'État, essaye, dans la mesure du possible, d'accompagner le pays, en faisant attention à ce que ça soit une transition, effectivement, qui est démocratique et qui marche. Imposer de nouvelles sanctions, quelque part, est-ce que cela ne risquerait pas de fragiliser l'économie du Mali, surtout déjà fragilisée, oui, et permettez la répétition, par la pandémie de Covid-19 et les autres défis sécuritaires, oui. À mon avis, il faut totalement exclure les questions de sanctions, vu la situation. Justement, la situation que vous avez décrite, le Mali est un pays en crise, une crise d'abord sécuritaire, avant de parler du Covid. Il faut mettre l'accent sur la question sécuritaire. Le pays fait face à une très grave crise sécuritaire et qui nécessite en fait de changer de forme et de s'attaquer à différents niveaux du pays. Donc cette crise sécuritaire et les autres crises, et notamment économiques et sanitaires qu'on connaît, sont des crises qui doivent amener en fait à ne pas penser sanction, parce que la sanction, ce serait sanctionner les populations, sanctionner tout un pays qui n'a pas besoin de ça. Et sanctionner aujourd'hui les militaires maliens, c'est pas réellement sanctionner les militaires maliens. Si on sanctionne le pays, je fais bien attention à l'idée des sanctions individuelles à l'endroit de ces militaires et l'autre aspect, donc des sanctions plus de l'État, de l'ordre de l'État, qui seraient des sanctions en fait qui touchent directement aux populations. Et ça, je pense que c'est malvenu aujourd'hui à l'État.
Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, puisque à ce stade actuel, le Mali sombre de plus en plus dans une instabilité politique et sécuritaire? Bon, je pense qu'il y a un aspect double. Le rôle des partenaires du Mali de façon globale, d'un pays en crise, voilà, c'est d'abord de penser comment sortir de cette crise. Comment sortir de cette crise, ça ne sera pas une réflexion qui sera faite aujourd'hui et qui sera finie, close. C'est pas ça. Ce serait de faire le pas, On fait le pas avec ces autorités, on fait le pas jusqu'à la fin de ce processus avec ces autorités. Mais ça ne veut pas dire en fait qu'il faut accepter tout. Je pense que les questions qui sont liées en fait à la question démocratique, à l'idée de retourner à la normale, c'est-à-dire à un fonctionnement normal d'un État avec une constitution qui est respectée, des textes légaux qui sont respectés, je pense qu'il ne faudrait pas laisser faire à ce niveau. Par contre, le fait de considérer que c'est effectivement un pays qui n'est pas stable et qu'il faut revenir à la stabilité, cela voudrait dire que les partenaires doivent être dans une dynamique d'accompagnement. Cette dynamique d'accompagnement, comme je l'ai dit, ça voudrait pas dire de fermer les yeux sur tout, mais ça veut dire juste d'être dans une sorte de cheminement qui est de l'ordre du positif. On rectifie ce qui n'est pas bon. On revient sur ce qui n'a pas été bien fait, mais on s'assure derrière que ça ne sera plus refait. Ça ne sera plus refait, en tout cas, tant que ce n'est pas nécessaire d'être fait, parce que ça voudrait dire qu'on fait un pas en avant, et après on fait 2 pas en arrière, et ça, il ne faut pas l'accepter. Par contre, si ça permet de rectifier le tir, il faut le faire. Il y a le président Emmanuel Macron, le président français, qui menace qu'il ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a pas de légitimité démocratique ni de transition. Quelles pourraient être, selon vous, les conséquences d'une telle action? Je pense qu'il faut d'abord attendre que les choses se mettent en place. Je pense que il faudrait pas s'hasarder à avancer plus vite. Je pense qu'il y a beaucoup de dynamiques qui sont en cours. Dans un sens, il faut aussi reconnaître qu'il y a des militaires français qui sont sur Mali, qui sont sur le terrain, qui font le front avec des militaires maliens, et que ça voudrait dire en fait toute la volonté française de faire en sorte que la question sécuritaire dans le Sahel et au Mali puisse avancer. Mais je pense que l'idée de sanctions, on en a parlé tout à l'heure, il faut éviter l'idée de sanctions. Parce que ça voudrait dire en fait qu'on fait des écarts. On fait des écarts et on veut arrêter des choses qui sont en train d'être faites. Je pense qu'il faut collectivement en fait penser à des choses qui peuvent être mieux faites et à une dynamique de continuité positive. Voilà. Et je pense que les propos de Macron, du président Macron, sont des propos qu'il faut aussi mettre dans le contexte. Moi, je pense que les questions de radicalisme, d'extrémisme dans la gouvernance dans cette zone du Sahel, c'est effectivement des questions qui ne vont pas, je pense, avec les valeurs de la République française. Ça, c'est du côté, quand on regarde du côté de la France et de la place et du rôle d'Emmanuel Macron. Donc, dans ce sens-là, ces propos sont compréhensibles. Mais de l'autre sens, je pense qu'il faudrait surtout éviter les propos qui vont dans le sens de faire rupture. Il n'y a pas besoin de rupture. Aujourd'hui, il y a besoin de construction pour aider le Mali à aller en avant. Merci beaucoup, Mohamed Maïga. Je rappelle que vous êtes ingénieur des politiques sociales, consultant sur les questions territoriales. La suite de la totale. Une interrogation, savez-vous lire un tableau? Contempler une œuvre d'art est facile, à la portée de tous, mais décrypter son message les moins. La tempête du Sahel, Nian ou Adur, 2 tableaux d'art réalisés respectivement par Ibn Ndiaye et Khalidou Kassé. Ces 2 artistes nous aident à y voir clair dans ce dossier réalisé par
Un reportage réalisé par Abdulrahman. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Abdulrahman. Bonsoir Adama. Picasso Bonsoir. ce soir. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'ITV. Très heureux de partager ce plateau avec vous aujourd'hui. Alors, on va commencer par une définition. C'est quoi l'art, selon vous, en français facile? Quand vous me posez cette question, ça me renvoie quelque peu à mes cours de philosophie en classe de terminale au lycée Blaise Diagne. Alors, on va, comme vous venez de le dire, on va définir l'art d'une manière très simple, digeste. Mais avant, vous me permettrez de remercier Khalidou Kassé, qui est un homme très disponible, un homme très courtois, qui nous a reçus chez lui et qui nous a offert, moi et à mon caméraman, des catalogues dans lesquels on peut retrouver des œuvres très intéressantes. En tout cas, je tenais à le remercier avant de répondre à votre question qui est « c'est quoi l'art ?» Alors, pour répondre à votre question, l'art, c'est comme la nature, Adama. L'art, c'est comme cette nature qu'on peut retrouver, disons, dans le sud, dans la région sud du pays, la Casamance, avec sa verdure enchanteresse. C'est ça l'art. L'art, c'est comme vous, Adama. L'art, c'est la beauté, tout simplement, la production de la beauté. C'est sa définition et c'est sa fonction première. C'est ça l'art. Et j'adore votre manière de le dire, Abdulrahman, qui a tout à fait changé d'expression aujourd'hui. Alors, pourquoi les messages contenus dans une œuvre d'art ne sont pas faciles à percevoir, à comprendre? Une question très importante, mais avant, vous me permettrez de préciser une chose, parce qu'avec l'évolution, il y a eu l'art contemporain. Cet art contemporain a permis aux artistes, en tout cas, de se poser des questions. Une question comme celle de savoir comment faire, ou bien l'artiste, quel rôle il doit jouer pour changer, pour apporter en tout cas sa part, ou bien quel rôle il doit jouer en tout cas pour changer la société, tout simplement. Son apport dans la société. Et là, il y a eu cette fonction engagée de l'art. Vous avez eu à le constater dans le reportage avec Khalidou Kassé qui parle de Nyanu Wadjour. Nyanu Wadjour, c'est une œuvre qui parle un peu des valeurs ancestrales, si je puis dire, auxquelles les jeunes, notamment, doivent se baser pour pouvoir avancer dans leur vie. Des socles. Des socles, très important. Alors, pour répondre à votre question, que j'aimerais bien que vous me rappeliez, s'il vous plaît. Pourquoi les messages contenus dans les œuvres d'art ne sont pas faciles à percevoir? J'imagine, c'est l'inspiration qui vous manque peut-être, hein? Abdulrahman dit, devenu un artiste. Je suis un passionné d'art. Je suis un passionné d'art. Maintenant, pour répondre à votre question, Adama, c'est quand même gravissime, je vais dire. C'est gravissime que les populations ne parviennent pas à percevoir le message que les artistes essaient de montrer ou de délivrer à travers leurs œuvres. C'est quelque chose de très grave dans le sens où les artistes essaient à travers leurs œuvres, au XXIe siècle en tout cas, de parler de notre société, des fléaux qui gangrènent notre société. Et ils essaient de trouver des solutions par rapport à ça. Ce n'est pas évident, c'est vrai. Avec des expressions muettes. Bien sûr, codées, très codées. Et la plupart du temps, pour décoder ces œuvres-là, il faut que ces artistes essaient de l'expliciter d'une manière très simple pour que les populations comprennent cela. Ce n'est pas tout le temps évident. Ce n'est pas un Abdulrahman qui est, disons, j'ai envie de dire, un profane qui va essayer de décrypter ces genres de choses-là. C'est un artiste aguerri qui va essayer d'apprendre ou bien de faire comprendre à Abdulrahman ce qu'il veut faire comprendre à la population, notamment à travers cette œuvre. Maintenant, vous avez posé une question, je vais venir à cette question-là, qui est de savoir qu'est-ce qui explique que les populations ne comprennent pas le message, en tout cas dans les œuvres. Ce qui l'explique, c'est très simple. On n'a pas cette culture de l'art. Et c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de changer. Tout à l'heure, j'ai eu à discuter avec Moustapha Gabar Diop et Babacar Mboup. Lorsqu'on discutait, ils m'ont dit, l'art ne sert à rien.
c'est quelque chose qui est... C'est une question d'intérêt. Ah oui, effectivement. On le dit tout le temps. Ils ne sont pas les seuls à le dire. Beaucoup de Sénégalais vont le dire. Ils vont dire que l'art ne sert à rien parce que tout simplement, c'est une question d'intérêt, effectivement, comme vous venez de le dire, parce qu'ils ne voient pas, disons, l'importance de ces œuvres-là, ou bien ils ne parviennent pas à décrypter ce message-là. Maintenant, il faudrait essayer de déconstruire ces genres d'idées. Et qui le fera? Ce sont bien entendu ces artistes comme Khalidou Kassé qui a commencé à montrer le chemin aux plus jeunes peut-être pour qu'ils essaient de... ce ne sera pas facile. Et c'est parce que l'artiste a cette liberté de produire des œuvres, voilà. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Khalidou Kassé essaie de faire comprendre aux plus jeunes qu'ils doivent essayer de produire des œuvres plus digestes pour que les populations puissent comprendre en tout cas la quintessence de leurs œuvres. Merci beaucoup, Abdourahmane Ly. C'est moi Et je ne serais pas surprise de vous voir peindre des tableaux maintenant, puisque le journalisme mène à tout. Ça, c'est sûr. Merci. Alors, on enchaîne avec le portrait importé du Tchad ou du Niger. La chèvre du Sahel est un animal prisé pour sa viande, mais aussi pour la production de lait, souvent comparé au ladoum. Elle a aussi la cote auprès des passionnés d'élevage. Et pour connaître plus de cet animal, Moustapha Gabar Diop s'est rendu à la FIARA, la foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Son reportage. C'est un animal que l'on retrouve au Sahel, du Tchad à la côte atlantique ouest. Plus haut sur pattes que les variétés locales, la chèvre du Sahel s'adapte très bien au climat aride et à la rareté du fourrage. Les chèvres du Tchad et du Niger sont des chèvres très hautes en taille, alors que nous, nos chèvres sont un peu naines. C'est des chèvres en fait qui sont à usage mixte, à usage viande et à usage lait. C'est des chèvres qui peuvent vous produire après allaitement du chevreau à peu près 2 à 2,5 litres par jour, quand elles sont vraiment stabulées, élevées dans de bonnes conditions bien évidemment. Importées du Niger, ces chèvres de savane seraient plus faciles à élever que les moutons. La chèvre, elle a ce côté rustique, autonome, plus facile à élever que le mouton qui demande quand même une conduite d'élevage, une prophylaxie assez stricte. La chèvre, elle est plus résistante, elle s'adapte très vite et puis c'est un très bel animal de compagnie aussi. Souvent comparée au ladoum, la chèvre du Sahel est aussi très recherchée par les amateurs de belles bêtes. Pourquoi cette race? Ça dépend de la cible qui achète. Vous avez des éleveurs passionnés qui veulent juste élever par passion, voir la beauté de la bête. Mais vous avez aussi d'autres éleveurs qui sont des reproducteurs, des éleveurs professionnels qui veulent améliorer génétiquement leur cheptel et qui s'intéressent à ces chèvres pour relever un peu le niveau génétique. Pour certains, la chèvre du Sahel pourrait être une alternative pour combler le déficit de moutons à la tabaski. Vous savez, il y a une bonne partie au Sénégal qui fait de la tabaski avec un bouc. Alors moi je me suis dit, un cheptel qui fait à peu près 5 à 6 millions de têtes au Sénégal mérite quand même d'être regardé de près. Les moutons, on est à peut-être 4 et quelques millions, mais les chèvres, ça peut être une alternative aux moutons. Un reportage de Moustapha Gabar Diop. Bonsoir Gabar. Bonsoir d'abord. Alors vous avez été à la FIARA qui a démarré depuis le 20 mai dernier. Vous avez vu pas mal d'animaux qui sont actuellement exposés là-bas. Maintenant, pour commencer, c'est quoi la différence entre les chèvres que l'on a ici au Sénégal et la chèvre dite chèvre du Sahel? Déjà, la chèvre du Sahel est légèrement plus grande. Elle est même plus grande que certains moutons, comparé à nos chèvres qui sont plutôt naines. Et elle est très prisée pour sa viande vu qu'elle a un gabarit plus large et elle produit beaucoup de lait. Donc c'est vraiment les principales caractéristiques. Et vu que c'est une chèvre qui vient du Niger et du Tchad, elle vient d'un climat beaucoup plus aride, donc elle est beaucoup plus résistante au climat, à la chaleur. Et elle peut manger de tout. Donc c'est ça qui fait vraiment sa spécificité. Et même dans certains endroits, elle permet de prévenir les feux de brousse, car elle est connue pour manger tout sur son passage, toutes les petites brindilles qui passent. Une petite gourmande. Exactement. Alors, c'est quoi l'intérêt d'amener ce genre de chèvre au Sénégal? Comme je disais tout à l'heure, les chèvres locales sont plus courtes. Donc, l'intérêt, c'est de faire des croisements pour avoir des bêtes
plus faciles à vendre, qui produisent plus de viande et plus de lait. Donc le fromage de chèvre, c'est pas très prisé au Sénégal, mais bon, c'est très bon. Et donc ces chèvres sont bonnes pour avoir des bêtes plus grandes et qui produisent plus de lait. Et puis pour les passionnés des animaux, des belles bêtes, c'est une très belle bête à avoir chez soi. Merci. De rien, Adama. Merci pour toutes ces précisions. Une dernière question qui n'a rien à voir avec la chèvre, oui. Est-ce que vous êtes sur TikTok? Non. Ah oui? Non, je ne suis pas sur TikTok. Alors, vous qui nous regardez, si vous êtes sur TikTok, donc ces vidéos satiriques ne vous ont pas échappé. C'est ce jeune homme à la frimousse insouciante qui attire des millions de vues sans jamais dire un seul mot. Khaby Lame est présenté comme la nouvelle star en Italie. Il dépasse largement plusieurs célébrités sur les réseaux sociaux. Et qui est ce Sénégalais qui vit depuis 20 ans en Italie? Son portrait avec Cheikh Hassan Fall. Cette mimique, accompagnée de ce sourire narquois, est devenue sa marque de fabrique. Lui, c'est Khaby Lame, avec plus de 60 millions d'abonnés acquis en seulement 2 mois. Ce jeune Sénégalais résidant en Italie est l'une des nouvelles coqueluches de TikTok. L'on dit souvent que pour percer sur les réseaux sociaux, le plus important est d'arriver à se démarquer. Une recette qu'a parfaitement réussi à mettre en pratique Khaby Lame. Son succès lui vient de la facilité à caricaturer des tutoriels d'influenceurs en mettant le doigt sur l'absurdité de la situation. Après avoir montré la vidéo originale, Khaby Lame se filme en selfie, l'air dépité, un signe réprobateur de la tête. Il refait ensuite le tuto, mais de façon simple et logique, et termine sa vidéo par un haussement d'épaule. Une mimique qui est devenue sa signature. Ces vidéos, visionnées par plus de 200 millions de personnes et aimées plus de 500 millions de fois, peuvent maintenant lui apporter jusqu'à 29 000 $, soit plus de 15 millions de francs CFA par publication, d'après Marketing Up. Il Phénoméno, comme on le surnomme, fait désormais partie des 50 plus gros comptes du réseau social TikTok. Lui, qui n'a toujours pas la nationalité italienne malgré le fait qu'il y réside depuis son bas âge, rêve de venir en aide à ses proches. Grâce à cette audience, Khaby Lame peut désormais rêver faire de cette passion son métier et faire perdurer sa philosophie qui se résume à pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Et ce soir, c'est Nafissa Studio Faye, journaliste, enseignante, chercheur qui partage sa routine avec nous. Faire de la marche, du vélo ou encore écouter de la musique, entre autres conseils pour passer une bonne semaine. Regardez. Alors ma méthode pour démarrer une bonne semaine, c'est effectivement le week-end de faire beaucoup de sport. Par exemple, là, je suis en train de faire du vélo. C'est vrai que c'est du vélo à la maison. L'idéal, c'est de faire du vélo à l'air libre. Après, c'est vrai que c'est pas évident dans les rues de Dakar, avec les embouteillages et les chauffards aussi, mais aussi parfois avec les chauffards, hein, il faut se dire la vérité. Donc, prudence et soyons beaucoup plus conciliants avec ceux qui ont des deux roues, notamment les vélos. Voilà, c'était le plaidoyer du jour. À part le vélo, j'aime faire la marche. J'aime beaucoup marcher, surtout le matin après la prière de Fajr. J'aime marcher une bonne heure. La marche me permet de décompresser, de déstresser, comme on le dit dans le langage usuel, mais surtout de faire un bilan, le bilan de la semaine écoulée et aussi de se projeter dans la prochaine semaine en fait. Donc se projeter tout en étant raisonnable, donc, en sachant qu'on ne peut pas tout faire. C'est, à part faire de grosses siestes, c'est vraiment la musique. D'ailleurs tout à l'heure, juste avant de démarrer cette petite chronique, donc j'étais en train d'écouter de la musique. Alors mes goûts, hein, donc en fait j'ai des goûts assez éclectiques, mais aussi je peux écouter du tout, du R&B, du folk, du Mbalar, qui est notre plat musical national que j'adore. Mettre du feu dans chacun de ses gestes. Après c'est une histoire classique. Voilà. Donc je vous souhaite
souhaite de passer un excellent début de semaine. Prenez soin de vous et surtout, un dernier conseil, si je peux me permettre. Alors, ce dernier conseil, c'est quoi? C'est vraiment de beaucoup boire, de manger, d'avoir des repas équilibrés. En cette période de pandémie, mangeons chaud, si possible, 3 repas par jour. Et surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains. Prenez bien soin de vous. Je vous aime. À bientôt. Et c'est la fin de la Totale dimanche. Merci de l'avoir suivi. Merci à la régie Abdoulaye Ndiaye, Modou Diouf et Moussa Adia. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et bonne soirée en compagnie des programmes de ITV. Au revoir.